Eh oui, et de retour avec toute l'équipe. Docteur Onvo, bonjour. Vous avez bien fêté, on suppose? On est curieux de savoir ce qu'il y avait dans votre assiette, mais on va y revenir et faire le détour avec les grandes restaurations collectives, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, trouver le cheminement et l'encadrement par rapport aux restaurations collectives, et puis votre mot que vous aurez sûrement à dire. Alors, les restaurations de collection, qu'est-ce que c'est? Restauration collective. Restauration collective, qu'est-ce que c'est? Par restauration collective, il faut entendre une entreprise qui entreprend de préparer et de servir pour un groupe de personnes. Soit ce sont des travailleurs ou bien ce sont des élèves, mais c'est un groupe de personnes qui va manger dans un lieu précis. Alors, docteur Onvo, la question qui est de mise, qui taraude tous les esprits et tout le monde en cette période de fête-là, c'est qu'on va beaucoup manger. On va tous aller vers, la plupart du temps, en famille, mais aussi la restauration collective, maquis, bar. On entend par restauration collective ce qu'on boit aussi. Hein. Tout ça, ça fait partie. Voilà, tout ça, ça fait partie. Alors, quels sont les avantages d'abord de la restauration collective? Alors, les avantages, c'est qu'aujourd'hui, avec l'explosion du monde du travail, l'homme ou bien la femme, le travailleur n'a pas le temps de venir manger à la maison à midi. Donc, sur place, on fait une restauration sur place et ça permet de gagner un temps. Ça permet de gagner un temps et ça permet aussi, comme on dit, accroître les revenus de l'entreprise. Donc, c'est le temps. D'accord. Le temps surtout. Allez-y. Maintenant, quand c'est bien fait, on permet de gagner en santé. C'est quand c'est mal fait que, voilà, on a les conséquences. D'accord. On parle de gagne-temps et de qualité qui devrait être de mise et qui parle davantage, bien sûr. À côté, on a les inconvénients. C'est quoi les inconvénients? Alors, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de restaurations collectives. Il y a 5 qui sont dans le bien formel, mais pour beaucoup, ils sont dans l'informel. Voilà. Il y a des restaurations collectives dans les entreprises. Les entreprises, donc, il y a une entreprise qui a son personnel, qui aimerait gagner du temps de travail, peut insérer, peut inviter une société pour entreprendre une restauration dans la cantine. Mais il y a aussi à côté des femmes ou bien des hommes qui ont des restaurants qui, bon, plus ou moins bien placés partout à Cocody ou bien à Yopougon ou bien au plateau qui gèrent la restauration collective. Alors, il faudra que ces personnes soient encadrées. Il faudrait que ces personnes soient encadrées parce que pour la plupart des gens, le personnel qui travaille dans cette restauration n'est pas qualifié. N'est pas qualifié. On exige quand même qu'il y ait d'abord le cuisinier principal ait une formation en restauration. Il y a le gestionnaire, bon, je prends le cas d'une société qui veut inviter une restauration à son sein. Le gestionnaire de la restauration, il faut qu'il soit qualifié dans le domaine. Et surtout un cuisinier dans le domaine. Le reste, les personnes qui vont préparer, bon, on peut choisir des personnes et leur faire suivre un programme de formation. Donc, ça veut dire qu'il y a un plan de formation du personnel. Leur faire comprendre un peu les risques du métier. Les risques du métier sur l'hygiène, sur la microbiologie alimentaire, aussi sur les techniques culinaires et alors, tout ce qui est hygiène alimentaire. Voilà, parce que souvent, on voit rarement des cas de toxines-infections alimentaires, c'est-à-dire que des intoxications liées à l'alimentation, c'est rare. Mais sachez qu'une fois que ça intervient, souvent les conséquences sont graves. Voilà. Donc, ces personnes ont besoin d'être encadrées. Il faut souvent qu'on vienne faire des contrôles réguliers et aussi faire des plans de formation pour ce personnel-là, tant au niveau des restaurants qui sont en entreprise, comme ceux qui sont dans l'informel. Parce que souvent, quand le mal il arrive, c'est difficile de rattraper. Quand il s'agit d'une toxine-infection alimentaire collective, alors là, ça pose un problème. Voilà, ça pose un problème. Alors, docteur, l'idéal, c'est de manger dans un restaurant comme si on était à la maison, se rapprocher plus des standards de famille. Mais on ne le dira jamais assez, ce ne sera jamais possible de manger au restaurant comme on mange en famille, parce qu'il y a l'amour avec lequel on travaille, on prépare tout ça. Alors, comment faire pour que les restaurations collectives se rapprochent de plus en plus de nos standards au niveau familial? Moi, je pense que souvent, le conseil que souvent je donne aux restaurateurs, c'est que souvent, il faudra faire une fiche d'enquête. C'est-à-dire que, alors, nous, ce sont les clients qui font les restaurateurs. Donc, on peut établir une fiche d'enquête pour dire quelles sont vos exigences. Alors, on aimerait, moi, je suis par exemple un exemple. Moi, j'ai une pathologie, je souhaiterais avoir, par exemple, un repas sans sel. J'aimerais avoir un repas peu épicé.
Donc, on peut, selon les résultats de l'enquête, alors on peut varier les menus de sorte que le client se sente à la maison. Mais aussi, à côté de cela, il faudra, comme j'ai dit tout à l'heure, un plan de formation pour que le client qui arrive voit un peu qu'il y a le minimum d'hygiène. Vous voyez, il y a certaines règles qui sont établies. Quand on invite, par exemple, quelqu'un pour venir faire une audit dans une restauration, il y a des points que nous abordons. Il y a d'abord la situation du restaurant. Est-ce que l'hygiène y est? D'abord, on vérifie le matériel du restaurant. Comment est-ce que les éléments sont disposés? Est-ce qu'il y a des frigidaires? Alors, s'il y a ici le matériel froid, est-ce que la température est maintenue le matin au soir? Est-ce que le plan de nettoyage du sol? Donc, il y a tout un plan de formation ou bien de maîtrise sanitaire qu'il faut avoir, tant au niveau du matériel, mais qu'au niveau du personnel qui travaille. Vous n'allez pas aller dans un restaurant et puis vous allez voir la personne qui travaille, qui prépare, porte des boucles d'oreilles ou bien que porte des bagues. Moi, j'ai demandé une fois à une jeune dame qui devait me servir du pain condiment, ce que nous prenons habituellement. Elle portait une bague et j'ai demandé qu'elle enlève avant de me servir. Elle a dit non. Et moi, j'ai dit, je ne paye pas le pain. C'est moi qui paye. Je ne paye pas le pain, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Vous n'allez pas aller manger dans un restaurant, vous arrivez alors. La personne qui ne peut pas porter des boucles d'oreilles. Des ongles voilà, qui peuvent cacher des bactéries. Oui. Des bactéries. Même au niveau des bagues, au niveau des alliances des bagues, ça cache. Alors, est-ce que vous savez même que les portables que nous utilisons sont très Ah oui, sales? non, ça c'est... Ce sont les plus grands vecteurs de bactéries. Exactement. Effectivement. Alors, vous arrivez quelque part, à peine la personne finit de vous servir, elle prend le portable, elle communique, elle dépose, elle parle avec un client, elle prend encore le portable, elle communique, et bien elle prend la même main qui a servi à attraper le portable, elle vous sert avec, vous voyez un peu, dans ces conditions, le client ne va pas se sentir chez lui, puisque chez lui à la maison, on ne fait pas ça. Donc, vous voyez un peu, pour que le client se sente un peu à la maison, il faudra qu'une fiche d'enquête soit établie pour voir un peu quelles sont les exigences, qu'est-ce que la personne demande. Et c'est en fonction des résultats qu'on va établir encore, on va établir alors les conditions d'hygiène ou bien les conditions de satisfaire lui. Voilà. Docteur, en même temps, ce que vous dites là, c'est dans un cadre formel, formalisé, bien organisé, mais à l'entame de votre propos, vous avez signalé qu'on est beaucoup dans l'informel. OK. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a à faire? On est dans l'informel, les restaurants ne sont pas identifiés en tant que tels. On vient à la restauration maintenant, même juste par passion, je sais cuisiner, 2-3 personnes m'ont dit que ça va, et puis bon, je me lance là-dedans. Moi, je pense qu'il y a un système de contrôle en Côte d'Ivoire qui est établi. Et là, je sais que l'INSP... Tout le territoire, Petit Maquis et tout ça. L'INSP, je pense, je n'ai pas de données, mais je pense que l'INSP joue ce rôle-là. Mais je pense qu'on doit aller plus. L'INSP passe au fait des contrôles. Mais je pense que ailleurs, on engage souvent des nutritionnistes qui sont chargés de faire la formation dans ces restaurants. C'est vrai, c'est de l'informel, mais on peut les former pour améliorer un peu la qualité de leurs prestations. Donc, il faut souvent engager des gens qui auront pour rôle de faire la formation. Vous voyez un peu? C'est ça, parce que quand la personne se lève par passion, je vais faire la cuisine par passion, c'est vrai, la personne y met du cœur, mais est-ce que les conditions d'hygiène sont respectées? C'est ça. Vous voyez un peu, voici une chose qu'on ne fait pratiquement pas. On demande souvent dans les restaurants d'avoir ce qu'on appelle un plat témoin. C'est-à-dire que normalement, chaque jour, il faut qu'il y ait un plat témoin. Si on ne peut pas 3 fois le jour, et pour chaque menu, il faut qu'il y ait un plat témoin. De sorte que s'il y a un jour une intoxication, on remonte à la source. D'où vient le problème? Vous voyez un peu? Je prends un exemple. Une fois, j'ai rencontré une entreprise, dans une clinique, je crois, dans une clinique, une personne qui était immunodéprimée, quelqu'un qui était immunodéprimé, qui a lutté contre sa maladie, et puis, un jeudi, moi, j'ai vu la personne, on a échangé, ça va. Mais le lundi, quand je suis arrivé, selon ce que j'ai entendu, la personne a dû consommer un repas le jeudi et elle a fait une diarrhée jeudi, vendredi, samedi et le dimanche, la personne a rendu l'âme. Dites donc. Vous voyez un peu? Mais il n'y a pas eu d'enquête. On s'est arrêté là. Ah. Mais si on veut remonter, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a une intoxication alimentaire depuis le jeudi. Donc, s'il y avait un plat témoin, on aurait pu prendre ce plat témoin, faire les analyses et voir un peu d'où vient le problème, d'où vient l'intoxication. Donc, il faudra que dans chaque restaurant, il faut qu'il y ait des plats témoins qui vont durer 3 jours, au minimum 3 jours, pour voir est-ce que le jour qu'il y a une intoxication, qu'on puisse se remonter d'où vient le mal. Il y a un souci aussi en Côte d'Ivoire et dans tous les pays africains. Lorsqu'un coin est propre,
les gens ne vont pas là-bas. Ils aiment toujours aller. Ça, il faut qu'on se dise aussi la vérité. Exemple, Garba. Que ce soit Garba, que ce soit coin de Galette. Placali, lorsque l'endroit est propre, moi je connais des jeunes entrepreneurs qui ont voulu faire des restaurants selon les normes, comme vous dites là. Garba Mais Choco, les gens des ne vont fois. pas aller là-bas. Oui. Garba Choco, que ce soit Cacao et Aloko Choco, les gens ne vont pas y aller. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de psychologique, de sociologique aussi à apporter à tout ça? On dit, oh, son coin là est trop propre, on ne va pas là-bas. On s'est tous dit ça une fois, docteur Avou. Oui, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire une fiche d'enquête. Ah. Pourquoi vous ne venez pas chez moi? Est-ce que c'est le prix? Ou bien c'est la situation, le lieu est trop éloigné? propre. Le coin est trop choco. Non, on veut la dame, là, son placali, là, c'est un quartier bizarre, mais c'est d'où façon, et puis on va là-bas. Bon, il y a ça, mais vous voyez le problème du Garba, c'est un bon plat ivoirien, tout le monde en mange. Mais je dis, l'huile. Le problème du Garba, je le dis, la serviette du Garba mange. Mais aujourd'hui, si on veut faire des enquêtes pour vérifier un peu quelles sont les maladies qui sortent du Garba, quelles sont les maladies que l'homme attrape à partir du Garba, vous allez voir que tous les Garbas vont tomber. Mais on parle du Garba, mais le Garba est plus propre que certains grands restaurants. Hein. Quand vous rentrez dans l'arrière-cour... C'est vrai, avec des rats qui se baladent des fois derrière et tout. Nous, on va... on a eu l'occasion une fois d'aller en caméra cachée dans l'arrière-cour des restaurants, mais c'est pire que les Garbadromes. Oui, c'est pour ça que je dis que des contrôles doivent être faits. Vous voyez un peu, on fait des plans de dératisation. Quand vous arrivez dans un restaurant, normalement, on fait souvent des audits. On arrive souvent, on peut faire souvent des audits des restaurants. Des restaurants, dans l'informel comme dans une société, on fait des audits. On arrive, on vérifie par exemple quel est le cahier de charge, quel est le plan de formation, quel est le plan de désattiration, quels sont les plans qu'on fait pour établir un peu la propriété du restaurant. Tout est établi. Et on fait souvent des audits, de sorte qu'on dit qu'on ne peut pas vous donner satisfaction pour l'audit que nous venons de faire parce que vous ne respectez pas les conditions. Justement, parlons de respect de conditions et de normes. Ça revient à l'identification de tous ces restaurateurs-là. Parce que c'est au coin de rue, je me lève, je vends un peu d'alcool devant chez moi et tout ça. Il faut que ce soit organisé pour qu'on puisse faire des visites, donner des certificats d'activité et tout ça. Si ce n'est pas fait, bon, je peux changer même d'endroit, c'est du nomadisme après. Je m'arrête aujourd'hui ici, après je vais dans l'autre point de... Voilà. Chacun y va de son bon vouloir. Dans d'autres pays, il y a les licences. Il y a licence 1, licence 2, licence Visite 3, inopinée. licence 4. Ici, là, quelles sont les normes? Parce que n'importe qui peut préparer devant sa porte, devant sa cour, vendre. Il y en a qui vendent, par exemple, frigolo ou bien yaourt grotto dans le... Ou le restaurant dans le salon. Ça existe à Abidjan, souvent, même, dans le salon. Ce qui est même dangereux, c'est souvent ce qu'on vend devant les écoles primaires. Mais vous, les nutritionnistes, quelles sont les recommandations que vous faites au ministère de la Santé? Parce que ce n'est pas le ministère aussi qui va tout faire. De tutelle et autres. Notre voix porteront si un jour on nous attribue un peu ce rôle-là. Bon, il y a l'Institut il faut faire plaidoyer concernant cela. Il y a l'Institut national d'hygiène publique, il y a l'Institut national de santé publique. Effectivement, vous voyez, tout à l'heure, je disais que si on recrutait un peu de nutritionnistes à qui on donnait... Donc, vous voulez dire que ces structures-là ne font pas leur travail alors? Non, ils font leur travail, mais il faut pousser. Personnellement, moi, je pense que c'est insuffisant. Vous voyez un peu, à l'approche de la rentrée scolaire, on identifie toutes les femmes qui vont venir préparer ou bien qui vont venir vendre autour de l'école. Voilà. Ça, c'est vrai. Et dans quelles conditions? Oui. Vous voyez, moi, il y a des enfants qui sont dans une école. On demande que les enfants viennent manger à midi, ok. Ils peuvent venir manger à midi. Mais moi, en tant que spécialiste, j'aimerais connaître quels sont les menus, qu'est-ce que vous proposez à mes enfants. Et les conditions de préparation. Les conditions, oui. Aujourd'hui, vous voyez un peu surtout au niveau de la protection, même quand c'est prêt, là, la protection même. Comment et l'hygiène aussi, vous avez parlé il faut porter des gants, des cache-nez, ce genre de choses, parce que quand on parle... Effectivement. Mais il fait une enquête sur l'obésité des enfants qui montre qu'aujourd'hui même, certains enfants, durant les vacances, j'ai fait une enquête sur l'obésité des enfants qui montre que durant les vacances, les enfants ont un poids normal et durant la rentrée scolaire, alors ces enfants prennent du poids parce que ce qu'ils mangent à midi, les enfants mangent à midi à la cantine. Alors c'est assez salé, ça fait que les enfants grossissent. Alors il faut dire aux gens que ce n'est pas inhérent dans les années passées, dans les années 60-70, de ce que nos parents nous disaient, il y avait l'hygiène. Hein. Il y avait l'hygiène dans les restaurants, il y avait l'hygiène dans les restaurants. Et même les oui. femmes qui vendaient dans les rues dans les années 60-70, prenez les archives, vous allez voir, et nos parents nous ont dit, il y avait une certaine manière de faire. Mais aujourd'hui, bon, il faut donner plus de moyens. Il faut donner plus de moyens aux structures qui s'en chargent. Parce que franchement, il y a eu trop de cas ces temps-ci d'intoxication. Oui, le bébé enrhumé qui est là. À l'anniversaire où on s'en va. Non, il faut qu'on ait des structures de contrôle inopinées. C'est ça. Surtout dans les restaurants dits UP. Parce que là-bas aussi, il y a des nids de maladies. Effectivement, il faut faire des contrôles. Mais il faut faire des contrôles avec des spécialistes. Vous voyez, il faut des spécialistes qui... On ne vient pas pour sanctionner un restaurant. On vient juste donner un peu
les conseils, comment faire pour améliorer un système qui existe déjà. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc on vérifie un peu tout. On vérifie un peu tout. Et revenez en amont par rapport même aux mets proposés. OK. Il y a ça aussi. On ne s'invente pas restaurateur. Voilà. Ça doit passer par quoi? Il faut forcément faire une école de restauration, de cuisine. On demande que, Bien sûr, il y a des talents aussi, des fois. Il y a le talent, bien sûr, mais on demande quand même que pour un restaurant, il faut que le gestionnaire et le cuisinier principal soient formés et soient diplômés en alimentation. Très important. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps pour continuer ce débat-là. Mais vraiment, ça concerne notre assiette, nos assiettes, notre santé, notre ventre. Là, on ne doit pas transiger là-dessus. Il faut faire très attention des visites inopinées. De la même manière qu'il y a des choses qu'on arrive à régler, il faut régler ça aussi parce qu'il y a nos enfants, il y a nous, il y a les personnes du 3e âge et c'est chaud, comme on dit. Merci à vous, docteur Envo. La prochaine fois, on fera un peu plus de temps avec vous. On va décrypter l'assiette pour les fêtes et puis aussi le mode détox. Comment on récupère après? Je sais que la rédactrice en chef tient à ce thème-là. Comment on récupère après les fêtes? Ça, on va voir si on peut faire un thème avec vous là-dessus. Matin Bonheur se poursuit maintenant avec la dernière séquence de ce rendez-vous.